Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de l'Arène, la toute première de l'année 2014. 90 minutes pour échanger avec un invité central que vous allez découvrir, des journalistes, des confrères qui ont gentiment accepté de participer à ce programme qui sera également animé côté Confidence par Lille Pijou, côté Synthèse par Jean-Christian à Cam. Mais entre tout cela, on aura naturellement les rubriques que vous connaissez, le duel, mais surtout le 1 contre tous. Une fois de plus, bonsoir. Derrière cette transition, la présentation des protagonistes. Ils sont là, Roland Tsapi, journaliste qu'on ne présente plus. Roland, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2. Le générique est fort, la musique est également très forte. Il y a une préparation spéciale lorsque vous venez sur le plateau de l'Arène, c'est pas la première fois en tout cas. C'est pas la première fois, il n'y a pas de préparation spéciale. Quand on est habitué du plateau, on s'attend à tout moment. On sait que les sujets peuvent être abordés de n'importe quel angle. Évidemment, on est préparé bien pour ça puisque on est informé au jour le jour de ce qui se passe, que ce soit sur le plan politique, économique, socio-culturel, dans la presse, comme c'est un peu le cas ce soir. On reçoit également ce soir Richard Bondol, journaliste également, directeur de publication du journal de l'Équation, qui paraît demain. Richard, bonsoir. Bonsoir Gigi, je voudrais déjà souhaiter une très belle année à tous les téléspectateurs du Canal 2 et souhaiter aussi une très belle année à tous les lecteurs du journal l'Équation. Et c'est un plaisir que je sois invité ici aujourd'hui, et ce n'est pas la première fois, dans cette émission qui nous permet de temps en temps de comprendre la profondeur de certains sujets. C'est 2014, le nouveau look? Justement, là vous devinez beaucoup de choses déjà. Donc je crois que 2014 c'est une année que nous espérons promotrice. Et nous espérons aussi que l'année va nous permettre de découvrir beaucoup de choses, tant au niveau de notre profession que dans le cadre de la gouvernance de notre pays. Alors demain, qu'est-ce qu'on découvre à la une du journal L'Équation, si on peut déjà avoir l'exclusivité? Bon, ben, l'exclusivité, en fait, vous savez qu'il y a un problème d'eau à Yaoundé. Et la Cam Water est en chantier. Et j'ai été invité à une visite technique de la station de la Meufou, qui a été abandonnée depuis l'année 90, réhabilitée aujourd'hui par la Camotte qui est concessionnaire. Et je crois que Yaoundé connaîtra dans les jours à venir une bouffée d'oxygène avec l'impulsion dans le réseau de 50 000 mètres cubes d'eau. Bon, en fait, c'est ça la grande une. Bon, pour le reste, vous allez le découvrir. Roland et Richard, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous connaissez certainement celui qui sera face à vous, puisque c'est vous qui faites l'émission ce soir. Jules Ndiaoué, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Zé, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International, à qui je souhaite une très bonne année 2014. Bonsoir à tous ceux qui sont scotchés dans leur fauteuil pour suivre cette émission ce soir. Opérateur économique, vous avez également plusieurs casquettes, très engagé politiquement et également dans la société civile, avec des faits qui seront certainement relevés pendant cette émission. Je portais le nom Ndiaoué. Maintenant, c'est plus lourd avant la mort ou pendant qu'il était vivant, c'était plus lourd? Jean-Jacques, porter ce nom a toujours été lourd. Vous savez, de son vivant, s'appelait Ndiaoué. Avec les années de combat, ça n'était pas du tout évident. Moi, j'ai dû connaître l'exil politique à 9 ans, vous pouvez comprendre. Et aujourd'hui qu'il est décédé, c'est encore plus lourd. Parce qu'il y a tout un patrimoine que l'on traîne, il y a toute cette image à gérer. C'est pas évident, mais nous sommes rompus à la tâche et puis je crois qu'on essaie de faire notre mieux. Vous suivez également de très près les faits d'actualité parce que vous êtes également engagé dans le domaine des médias. Et justement, avec les invités, on n'appellera pas cette fois-ci la transition. On va aller au fait, au sujet d'actualité. Mes confrères pourront poser des questions quand ils le souhaiteront. L'effet majeur de l'actualité, c'est l'attente, hein, même si ce n'est pas un fait concret, palpable, mais c'est l'attente du remaniement. C'est un sujet d'intérêt pour vous également?
Non. Non, l'attente du remaniement n'est pas un sujet d'intérêt pour moi, Jean-Jacques, parce qu'il y a eu une élection. Si l'on part du principe qu'il y a eu une élection municipale et législative, les maires sont en train de prendre fonction, les députés ont déjà pris fonction, la République continue de travailler. Mais non, le président de la République est libre de faire son remaniement quand il veut et comme il veut. L'attente du remaniement ne peut pas empêcher à la République de fonctionner. Moi j'appelle ça le raccourci. Parce que pour que le Cameroun soit émergent en 2035, il faut que les gens se mettent au travail. Il faut qu'on travaille. Avec ou sans remaniement, on doit pouvoir travailler. Et on note quand même que dans cette attente-là, les départements ministériels, ce n'est pas véritablement le travail, tout le monde attend. Ils devraient être sanctionnés. Parce qu'ils sont... Les Camerounais attendent un résultat de leur action. Les Camerounais n'ont pas à subir les états d'âme de ceux-là qui ont été nommés pour piloter, pour gérer le bien public. Moi je dis, dessus il faut... Chacun doit rester dans son couloir. Jusqu'à ce qu'une nomination arrive, celui qui est nommé précédemment doit exercer ses fonctions. Et donc l'action gouvernementale ne saurait être bloquée au prétexte de ce qu'on attend, le remaniement. Oui, M. Ndia, vous n'allez pas tout de même nous faire croire que vous n'aurez pas un certain intérêt à ce qu'il y ait un remaniement ministériel. Vous savez très bien que le nom que vous portez aujourd'hui pourrait tout aussi bien intéresser le gouvernement au cas où il y aurait une ouverture. Pensez-vous pas que si il arrivait à ce que le gouvernement soit nouvellement formé et qu'on fasse appel à des noms qui, dans le temps, ont porté le combat dans ce pays et qu'on sollicite un certain Diaoui, Julio, qu'est-ce que ça vous dirait, par exemple? Si je suis sollicité pour servir la nation, pour servir la patrie, je le ferai volontiers. Maintenant. Vous n'avez pas espoir dans ce sens? C'est pas moi qui nomme. Hein. Si je suis sollicité, je le ferai volontiers. J'irai apporter de ma contribution pour la structuration de la République. Maintenant, il y a... Vous pensez que votre père, qui est décédé aujourd'hui, aurait accepté de composer avec le gouvernement qui est en place aujourd'hui? Monsieur Tchapi, les temps ont changé. Il faut faire la réelle politique. L'utopique politique, c'est fini. Vous mettez en doute dans le combat de votre Le combat père. obéissait à une époque. Ce type de combat obéissait à une époque. Nous devons aujourd'hui user d'un nouveau type de combat. C'est-à-dire l'intelligence humaine doit être mise au défi. Nous devons avoir une autre approche. Parce qu'il s'agit ici de la construction de notre nation. Il ne s'agit pas de la construction d'un clan. Il s'agit de l'édification du Cameroun. Si je suis appelé à contribuer à cette construction, j'irai volontiers. Qu'est-ce qui a radicalement changé entre les combats du père Pius Diaoui hier et ceux d'aujourd'hui? Il combattait pour plus de liberté. Vous êtes convaincu? Oui, mais il faut savoir une chose. Conditionne... Monsieur Ndiaoui s'est battu pour la conquête des espaces d'expression et de liberté. Ces espaces ont été conquis. Son combat a mené ses fruits, a porté ses fruits autant pour moi. Aujourd'hui, j'avoue que le Cameroun est l'un des rares pays au monde où les gens sont libres de s'exprimer. Mais moi, mon combat à moi, aujourd'hui, c'est celui de l'indépendance économique des médias. C'est ça mon combat, c'est celui-là que je veux porter. C'est celui de pouvoir sortir les médias des financements occultes. Parce que après les financements occultes, ça biaise l'information. Mais M. Ndiaye, je suis quand même surpris d'entendre que vous parliez de combat contre le financement occulte immédiat. Au cours des élections présidentielles 2011, vous avez été présenté comme celui-là justement qui a travaillé à
au financement occulte des médias en ayant négocié au niveau de la présidence de la République des financements qui ont été redistribués au niveau des médias. On avait parlé, Roland Tchapi, d'une enveloppe de 400 millions de francs CFA que vous avez eu la charge de décaisser et de repartir. On ne le sait pas exactement. Alors, financement occulte. Je mets quiconque au défi de me prouver, de m'apporter la moindre preuve de ce que Jules Njahoué avait pour mission de partager l'argent aux journalistes. Est-ce que vous avez quand même reçu de l'argent là-bas? Ceci étant, M. Tchapi, je suis consultant international, c'est mon métier. En marketing et communication stratégique et politique. C'est mon métier. Je ne vais pas, moi, faire des procès aux autres consultants qui ont des contrats et qui font leur travail. Non. Il faut resituer les choses dans leur contexte. Mais est-ce que vous pouvez me dire, M. Tchapi, combien de journalistes ont émargé pour le compte du candidat Frunzi? Mais vous dites-nous, est-ce que Jules Njahoué a pris... Est-ce que Jules Njahoué a reçu de l'argent à la présidence de la République pour accompagner les médias pendant cette élection? Attendez. Vous dites non. Attendez. Il faut recaser les choses dans leur contexte. Je pose une question à M. Tchapi. Est-ce que... En fait, il a proposé des questions. C'est pas vous qui posez les questions. C'est nous qui les posons. Ne nous la renvoyons pas. La question est chaque candidat, M. Tchapi, chaque candidat à une élection, quelle fût-elle municipale, est libre de développer une stratégie de communication qui obéit à ses moyens. Il faut donc comprendre que vous avez été le consultant du président Biap qui développait une stratégie qui lui était propre, celle de décaisser 400 millions de francs pour sa campagne, c'est ça? C'est vous qui avancez les chiffres. Moi, je n'ai jamais... À vous de les rectifier si nous nous trompons. Mais c'est vous qui les avancez. Moi, je n'ai jamais dans l'exercice de mes missions, dans le cas de ce dossier, avoir à traiter des questions d'argent. Il y a quand même beaucoup de directeurs de publication qui vous ont pris à partie, comme on le dit, au sujet seulement de la répartition de cet argent. Mais depuis lors, on n'a pas entendu un démenti formel. Vous n'êtes pas sorti de la réserve pour indiquer qu'il n'y a pas eu de l'argent, vous n'avez rien reçu, vous ne devriez rien distribuer. Et cela, c'est pour rebondir sur la question du financement occulte dont vous avez parlé comme étant l'un des fervents combattants contre cette pratique. C'est pour cela qu'on en parle. Ah oui, je vais vous donner les explications. Allez-y, M. Njahoué. Monsieur Zé, je dis bien, je mets quiconque au défi. Vous savez, notre société se bâtit dans la calomnie, les procès d'intention. C'est ça le danger. Et je crois qu'à un moment donné, on va devoir faire le procès de la presse camerounaise. Je demande à un seul DP, directeur de publication, qui aurait reçu l'argent, de cet argent, de témoigner que c'est moi qui le lui ai remis. Donc vous l'avez fait par personne interposée. Je ne l'ai jamais fait, monsieur. Je ne l'ai jamais fait. C'était là ça la réponse. Je ne l'ai jamais fait. Mais avant de vous donner ces réponses, il fallait que je vous explique le contexte. Voilà. Je ne l'ai jamais fait. Oui, c'est la plus calomnie. Monsieur Njahoué, moi je voudrais revenir déjà à votre introduction par rapport à ce débat où vous avez dit que le président de la République était libre de constituer son gouvernement quand il veut. Et quand vous écoutez son discours du 31 décembre, où il cite les individualistes qui sont dans le gouvernement et qui freinent l'action gouvernementale dans le cadre de l'émergence, qu'est-ce que vous vous dites? Vous dites, est-ce que ces gens, ils sont censés être là, ou alors il faudrait les mettre dehors très vite pour que le Cameroun avance? Monsieur Bondol, je n'ai pas la charge du contrôle de l'action gouvernementale. Ceci étant, je pense que le président Biya a touché le problème du doigt. 30 ans après, il nous donne raison. Il donne raison à cette presse qui a fustigé pendant 30 ans les comportements de ceux-là à qui on a confié la gestion de ce pays. Et je dis, c'est tout à notre honneur, aujourd'hui, de réaliser que le président a enfin compris que nous avions raison. Quand vous dites nous, il s'agit de qui? Nous le peuple. Nous le peuple. Vous représentez le peuple? Non, nous le peuple. Je suis un citoyen camerounais. Oui, mais... Je représente le peuple, si vous voulez. Non, mais à quel titre? Parce que si par exemple, vous dites qu'il nous, il peut parler de son parti. Si M. Biadi peut parler de son RDPC... Mais le RDPC, c'est la composante du RDPC. C'est pas des Camerounais? Si, justement. Au sein du RDPC, est-ce qu'on n'a pas fustigé cette politique aussi? Si, justement. Nous avons vu des dissidents au sein du RDPC.
Je parle du peuple dans sa généralité, dans sa globalité. Okay. Donc, vous dites que pour une fois, ou alors finalement après 30 ans, le président vous a compris. Il a compris le peuple. Et aujourd'hui, de cette compréhension naît une lueur d'espoir. L'espoir de ce que le Cameroun peut changer, de ce que le Cameroun va changer. Et justement, entre ce discours justement et aujourd'hui, il y a quand même quelques semaines de déjà passé, justement la question de Richard Bondol. Est-ce que cela ne met pas quand même une certaine pression pour qu'on puisse revendiquer légitimement ce peuple-là une réforme du gouvernement? Du gouvernement, justement. Ce qui est sûr, le remaniement va se faire. Le temps du président n'est pas le temps. Le temps du président n'est pas le temps du peuple. Comme le disait bien un ministre de la République. Mais ceci étant, il y a quand même urgence à réformer. Même comme il n'y a aucun intérêt pour vous à ce que cela soit réformé ou pas. Monsieur Ndiaye, je voudrais savoir, est-ce que le combat que vous menez aujourd'hui, est-ce une continuité de celui que Feu Ndiaye a mené, ou bien vous êtes en rupture avec le combat qu'il a mené? Non, je ne saurais être en rupture avec le combat qu'il a mené. Puisqu'il a mené un combat qui avait pour but de libérer le peuple. Et vous dites que la libération est déjà là, donc il faut changer de combat. Non. Je n'ai pas. La libération est là en partie. Parce que le premier pan de son combat, c'était la conquête des espaces d'expression. C'était ça le premier pan. Et de liberté. Et de liberté. Donc, c'est-à-dire, ce premier pan a été gagné. Aujourd'hui. Totalement? Oui, totalement. Vous pensez qu'il y a vraiment de la liberté d'expression? Oui, je pense qu'il y a la liberté d'expression. Tant au niveau de la presse écrite, audiovisuelle que... Oui, il y a de l'expression. Au niveau de la liberté civile, des partis politiques, vous pensez? Oui. Non, mais vous ne pouvez pas le dire. J'avoue. Si aujourd'hui, on retombe dans le cadre de la censure, avec ce qu'on connaît, ce qu'on a connu il y a un mois avec la censure du journal Ouest Littoral, on ne pourrait pas dire que l'expression aujourd'hui est libre. Mais, monsieur Bondol, ne me faites pas croire que liberté d'expression, c'est libertinage d'expression. Mais même dans les pays les plus développés au monde, il y a quand même des outils de régulation. Mais là, cette sanction obéit à un organe qui est constitué comme étant un outil de régulation. Une société ne se construit pas dans le désordre. J'espère que vous avez au moins suivi les procédures de cette censure-là. Parce qu'en fait, si le président de cette commission se permet, lui de porter plainte à un organe de presse et de censurer, lui étant comme président, on n'est plus dans le cadre de liberté. J'avoue qu'à cette période, je n'étais pas au Cameroun. C'est un dossier que je ne maîtrise pas très bien. Je ne sais pas comment est-ce que l'instruction de ce dossier s'est fait jusqu'à la sanction. Mais ce que je sais, c'est que le Conseil national de la communication est un organe de contrôle et de régulation. Et donc, à moins que l'on ne veuille bâtir une république sans tutelle, sans régulateur, sans contrôleur. Et là, toutes les décisions qui viennent de cette structure, parce qu'elle est là. Ce que je vais vous dire, c'est que dans le cadre de mes missions de consultant, j'ai parcouru beaucoup de pays. Et justement, sur la question des médias, quand on fait une étude comparative, il ressort de ce que le Cameroun aujourd'hui est l'un des pays au monde où la liberté d'expression s'est bel et bien ancrée. Monsieur Ndiaye, j'ai quand même de la peine à vous suivre quand vous dites que vous êtes en continuité du combat de votre feu père qui se battait pour une liberté réelle et concrète, mais pas pour une liberté idéale. Quand vous parlez de liberté d'expression qui existe aujourd'hui, je ne comprends pas parce que lui-même ayant été fondateur d'une station radio Freedom FM qu'il n'a pas pu émettre parce qu'elle a été complètement fermée à la veille de l'ouverture. Et les raisons qui ont été données à cette époque, c'était qu'il n'y avait pas d'autorisation d'ouverture, alors qu'aujourd'hui on constate très bien qu'il y a beaucoup de radios et de télévisions qui ont ouvert après celle de Ndiaye. Et j'ai l'impression qu'effectivement, on avait banni cette radio parce qu'il s'agissait de Ndiaye et on continue de laisser d'autres sur ce qu'ils appellent aujourd'hui la tolérance administrative. C'est-à-dire qu'à tout moment, le ministre de la Communication peut décider de la fermeture ou pas d'une station radio ou de télévision. Et vous voulez me parler de liberté acquise, j'ai de la peine à vous suivre. Je ne suis pas sûr que M. Ndiaye serait en train de tenir ce même discours.
D'où ma question une fois de plus. Êtes-vous sûr que le combat que vous menez aujourd'hui est en continuité avec celui de M. Ndiaye ou bien en rupture? Monsieur Tchapi, le problème de notre société, c'est de toujours revenir en arrière. Freedom FM, ça date d'il y a 12 ans, 12-13 ans. Est-ce que vous croyez qu'on vit le même contexte? Tout à fait. La tolérance administrative est toujours là. Permettez-moi de développer mon argument. Allez-y. Vous savez, c'est un projet qui était cher à M. Ndiaye. Il n'a pas pu le réaliser pour des raisons diverses, peut-être politiques. Toujours est-il que ce projet n'a jamais vu le jour. Parce que une certaine élite politique avait estimé que Freedom FM, le messager Ndiaye, ça fait cocktail Molotov. Ça, c'est l'expression qui avait été utilisée par le ministre de la Communication de l'époque. Maintenant, il y a une opacité qui entoure la délivrance, le circuit de délivrance des autorisations, qui est entretenu par la tolérance administrative. D'accord? Mais il y a une prolifération de médias. C'est le premier pas de notre victoire. C'est déjà osé. Prolifération, mais des médias qui ne sont pas maintenant que nous existons, maintenant que nous existons, nous devons organiser la coopération pour pouvoir porter le combat à une autre échelle. J'ai parlé de... Il faut hiérarchiser. Non, pas hiérarchiser. C'est-à-dire il faut aller de manière graduelle. C'est pourquoi dans le début de mon propos, j'ai bel et bien expliqué que M. Ndiaye a mené un combat, mais un premier pas du combat. Il y a un deuxième pan que les nouvelles générations doivent s'approprier. Et ce nouveau pan, c'est l'indépendance économique des médias. Tant que nous ne sommes pas indépendants économiquement, nous ne pouvons pas faire valoir nos positions dans les médias. Ça va être difficile. Parce que, de l'autre côté, il ne peut pas carrément avoir de liberté sans indépendance économique. C'est difficile. Ce serait difficile. Monsieur Ndiaye, permettez-moi de rebondir sur le deuxième pan. Parce que, en fait, quand vous parlez de l'indépendance économique des médias, on a cette impression que vous croyez qu'au Cameroun encore, les médias pourraient automatiquement se financer avec des partenaires. C'est faisable. Mais alors, quand on connaît que le ministère de la Communication, à travers le président de la République, libère ce qu'on a appelé vulgairement l'aide publique à la communication privée. Et qu'on sait que dans cette répartition, il y a des contingences qui permettent au ministre de donner ou de ne pas donner, sans savoir si le dossier est complet ou pas. Le problème, c'est la tête de la personne que le ministre voudrait voir. Selon vous, croyez-vous qu'avec cette manière de fonctionner, la presse pourrait être indépendante économiquement? Non. Et comment vous jugez le fait que aujourd'hui, la presse qui se retrouve dans une situation, comme vous dites, précaire économiquement, pourrait donc se mettre à fonctionner sans avoir d'autres financements? Monsieur Gondol, qu'est-ce que la presse elle-même a fait pour remédier à cette situation? Qu'est-ce qu'elle doit faire, la presse? Vous êtes consultant, vous êtes... Écoutez, voilà une république, au jour d'aujourd'hui, qui a à peu près 526 titres en kiosque qui paraissent chaque année au Cameroun. 526. Vous avez des kiosques qui paraissent, vous avez des titres qui paraissent de manière périodique, en fonction des entrées financières, mais une fois de plus, c'est la réalité. Et voilà une presse qui n'arrive pas à s'organiser. C'est-à-dire vous avez 500 DP qui ne peuvent pas s'organiser et parler d'une voix. Je vais revenir, permettez que je revienne un peu en arrière. C'est des histoires que j'ai vécues. Lorsque la presse privée est martyrisée au Cameroun et que les imprimeurs sont menacés parce qu'ils imprimaient les médias privés, M. Ndiaye, qui a son âme, rassemble à peu près 5 éditeurs. Il leur dit,
il nous faut notre imprimerie pour ne plus dépendre des imprimeurs et ça va nous permettre d'éviter aux pressions de l'administration. L'entente est faite. Les montants arrêtés commencent à être rassemblés. Et au moment où M. Ndiawe voyage pour aller acquérir la nouvelle machine, il apprend qu'un des éditeurs a déjà une machine sur place. Vous voyez, il faut qu'on apprenne à s'organiser d'abord pour porter un combat. Le résultat réside dans l'organisation. Si nous ne sommes pas organisés, si nous continuons à faire ce que moi j'appelle la presse des clans, l'administration va continuer à jouer au petit malin. Mais selon vous, parlons d'organisation. Vous croyez que l'aide aujourd'hui est appropriée? Mais l'aide devait être un droit. La presse devait d'abord se battre pour que cette aide soit validée par les députés de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que la presse a fait pour ça? Aujourd'hui, l'aide... On parle d'aide ou de subvention. Non, aide ou subvention, peu importe. Aujourd'hui, vous vous rendez compte? C'est le ministre qui se décide un matin qui dit « Cette année, je donne 100 millions. L'année d'après, dans l'année d'après, je vais donner 50 millions. » Mais non, il faut réguler. Il faut énumérer des critères. Et il faut que les députés de la nation sachent, prennent en considération qu'ils acceptent le fait que la presse joue un rôle d'éducation sociale. Et donc, qu'ils mettent sur pied des lois, qu'on vote des lois à l'Assemblée nationale, qui puissent expliquer, qui puissent mettre, clarifier l'obtention de l'aide à la presse. Je voudrais avoir juste votre avis. Hein. En fait, il y a deux choses. Au ministère des Arts et de la Culture, il y a ce qu'on appelle... à la disposition des artistes, à hauteur d'un milliard. Un fonds spécial. Justement, c'est un fonds spécial pour les artistes. Et pourquoi est-ce qu'au niveau de la presse, selon vous, comme vous estimez que les choses doivent se passer comme le gouvernement veut? Non. C'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. C'est ce que je suis pas d'accord. vous dites. Je ne suis pas d'accord. Autrement dit, je ne fustigerai pas l'action de décider d'un montant comme ça, non. Comme ça, de façon arbitraire. De façon arbitraire, non, je ne fustigerai pas. Donc, vous ne pouvez pas me coller ce procès d'intention, mais non. Alors, si les artistes aujourd'hui ont 1 milliard comment ils appellent? Le fonds de soutien à la production. Voilà, le fonds de soutien à la production, 1 milliard. Oui. Et qu'on se retrouve au niveau de la presse avec 526 titres, comme vous dites, à toucher dans les 250 millions. Mais c'est insignifiant, Bondol. C'est pourquoi j'ai parlé d'organisation. Organisons-nous et faisons comprendre au pouvoir public que ce qu'ils font, c'est injuste. Je tiens d'abord la question de Roland et votre réponse, que tout à l'heure on va recevoir Lille Péjou, qui va nous plonger dans les préférences de notre invité ce soir, dans les toutes prochaines secondes. Donc, le temps de prendre la question de Roland. Oui, monsieur Ndiawe, juste pour comprendre, quand vous parlez d'organisation, je voudrais bien vous croire et vous comprendre. À quel titre est-ce que vous menez le combat de la libération économique de la presse? Est-ce que vous êtes propriétaire d'un titre, ou bien est-ce que vous vous êtes présenté tout à l'heure comme consultant international? Est-ce que vous pensez être la personne la mieux placée pour parler au nom des éditeurs, des patrons de presse ou bien des journalistes pour défendre l'indépendance économique de la presse? Monsieur Tchapi, je suis président d'une association qui s'appelle la COMEP, la Coalition des médias pour la paix et le développement. C'est à ce titre-là que je mène ce combat. Et cette association est composée de qui? Aujourd'hui, de beaucoup de directeurs de publication, de journalistes qui sont sur la place. Et vous-même là-dedans, vous êtes directeur de publication ou bien journaliste ou... Je suis marketeur communicateur, c'est mon métier. Et vous dirigez une association de journalistes. Vous ne pensez pas que l'organisation a un coup là-dedans? Pourquoi? Parce que c'est un marketeur qui est là en train de présider une association de journalistes et d'éditeurs. Oui. Monsieur Tchepi, qui vous a dit que pour écrire, il faut forcément être journaliste? Est-ce que vous pensez qu'un marketeur est mieux placé pour parler au nom des éditeurs? Oui. Oui, parce que surtout il s'agit du domaine économique, de la vente. Il faut se vendre. Il faut se vendre. Les médias camerounais doivent apprendre à se vendre. Et donc, je ne joue pas que le rôle de parler au nom des éditeurs. Je joue aussi ce rôle de vendre je joue aussi ce rôle de vendre, de conseiller les éditeurs. Comment améliorer le contenu et comment faire vendre leur contenu.
Et ça se passe au quotidien parce que l'association existe quand même depuis un bout de temps. On entend carrément parler d'elle au niveau des médias. Vous savez... C'est une association opportuniste? Non, non. Les meilleures actions sont celles qui se font dans la discrétion. Elles commencent dans la discrétion. J'ai parlé d'organisation. Parler quand même de médias et discrétion, on a l'impression que les ne font pas bon ménage. Parce qu'il s'agit de stratégie. Quand on développe des stratégies, on les développe dans la discrétion. Très bien, on va s'arrêter une seconde, le temps de prendre justement l'île Pijou et les préférences derrière la transition. Voilà, l'île est là, le sourire est revenu sur ce plateau. Une longue journée. L'île, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent à l'instant. Bonsoir surtout à Jules Diaoui. Alors, je vais directement, c'est ça? Allez-y. Alors, bonsoir Jules, vous préférez qu'on s'appelle Monsieur Ndiaoui ou Jules? Sans protocole, madame. Alors, meilleurs vœux pour cette année 2014. Merci. Quel a été votre souhait pour cette année 2014? Mon souhait le plus ardent, c'est que la paix persiste et que le retour à la prospérité économique se fasse. Alors, est-ce que Jules consomme l'alcool ou bien il fume? Non, je ne bois pas, je ne fume pas. Est-ce qu'il n'y a pas un moment dans votre jeunesse où vous avez décidé de consommer la cigarette ou alors d'aller un peu plus, de penser à la drogue? Non, parce que j'ai été athlète depuis l'âge de 13 ans. Et donc mon hygiène de vie m'a interdit d'avoir pour amis alcool et cigarettes. Donc pas de drogue, pas de cigarettes, pas d'alcool. Alors, est-ce que vous allez souvent en boîte de nuit ou bien dans les cabarets? De temps en temps, oui. Vous choisissez quoi? Vous préférez les cabarets, les boîtes de nuit? Bon, à l'époque, quand j'étais beaucoup plus jeune, je faisais beaucoup de boîtes de nuit, des week-ends. Et bon, vous savez, avec... et là-bas, qu'est-ce que vous faites? Vous dansez, vous consommez tout simplement? Oui, et j'ai même d'ailleurs, à des moments, j'ai fait la production, j'ai produit des artistes, parce que j'aime bien la musique. Combien d'artistes vous avez produit? J'ai produit le premier Douksaga, qui a fait danser le monde. À l'époque, j'étais encore à Paris. J'ai aidé Fally Ipupa à sortir son tout premier tube. Et donc, voilà. Alors, Jules, votre style de chaussures, quelle est la marque de chaussures que vous préférez? J'adore les Richelieuses. J'aime bien Weston. Mais j'avoue que les mots de mocassin, ça me plaît beaucoup. Et qui vous habille? Est-ce que Jules a un habilleur précis ou alors est-ce qu'il va au marché Kouloulou ou alors à Itam, du côté de Paris ou bien chez Zara? Je paye ce qui me paraît beau. Je n'ai pas de préférence particulière pour un couturier, pour un styliste, non. Je paye en fonction de ma bourse et en fonction de la qualité de ce qui m'est proposé. J'imagine avec votre rang, vous avez certainement un véhicule. Quelle est la marque de véhicule que vous préférez? Est-ce qu'il y a des sons à l'intérieur? Est-ce qu'il y a des caméras de surveillance? Vous savez, mon histoire avec la voiture, ça remonte à très longtemps. J'étais jeune basketteur professionnel étudiant, parce que j'insiste dessus parce que j'ai fait les deux. Et donc, mes premiers salaires, je m'offrais des bolides. Waouh! Et dans vos voitures, vous amenez souvent les filles, les femmes, les dames? Non, pas trop souvent, parce que je méfie beaucoup des gens. Et vous savez, on utilise toujours les femmes pour piéger. Ah bon? Comment ça? Expliquez-nous un peu. Bon, j'ai vu, on m'a raconté beaucoup d'histoires du genre, c'est une femme qui a fauché tel monsieur, c'est à cause d'une femme que sa vie a périclété. Donc les histoires de ce genre m'amènent à être très... Et quel est le regard donc que vous avez sur l'amour? Est-ce que vous avez un choix particulier? Vous savez, c'est Dieu qui permet ces choses. C'est Dieu qui permet ces choses, c'est lui qui donne l'être avec lequel vous vous sentez mieux, l'être avec lequel vous allez tout partager. Vous pensez pour la polygamie, monogamie? Ah non, pas de polygamie. Pourquoi? Parce qu'un homme africain devrait normalement avoir en moyenne 4 femmes. Vous savez, nous qui sommes nés en Afrique, dans des voisinages de polygamie, nous avons vécu beaucoup de choses. Nous avons pu être témoins de beaucoup de choses.
des méfaits de la polygamie. Et donc je crois aussi que ça devrait nous enseigner. Alors, est-ce que vous arrivez à aller souvent au champ? Parce qu'on sait que votre papa a des hectares de terrain du côté de Njombe-Penja. Est-ce qu'il vous arrive d'aller au champ? Je suis un agriculteur. Et qu'est-ce que vous cultivez là-bas? Je fais du maïs, Du maïs. du manioc et bientôt de l'EVA. Vous avez le temps pour aller au champ, puisqu'on vous voit toujours dans les villes, dans les avions? Oui, oui. Ah, dans les avions. Vous avez fouillé, hein? Voilà, c'est la dernière sortie. Merci beaucoup. Merci beaucoup Lille. Jean-Jacques. Merci pour cette belle ambiance sur ce plateau. On se retrouve dimanche prochain pour les préférences avec un autre invité. Question de prendre rapidement les questions justement des internautes. À vous, Monsieur Ndiawe, beaucoup de gens vous considèrent comme un traître par rapport à votre vision que vous avez dévoilée tout à l'heure. Que répondez-vous, traître par rapport au combat de votre père? Oui, Jean-Jacques. C'est normal. Certains me traitent de traître, considèrent que je suis un traître. D'autres vont considérer que je suis un héros. Et d'autres vous diront que je suis un leader éclairé. Donc il faut relativiser ces choses-là. Traître, non. Je veux simplement dire ceci. Si jamais on ressuscite, s'il y avait la possibilité de ressusciter mon père, de le remettre dans le contexte actuel, je ne suis pas sûr qu'il va procéder comme il a procédé il y a 20 ou 30 ans. Parce que les temps changent. Est-ce que vous seriez capable de lui dire de changer un peu, d'évoluer un peu? Vous êtes quand même consultant. Oui, je lui aurais dit. D'ailleurs, vous savez, même de son vivant, on n'était pas en parfaite harmonie sur tous les plans. On avait parfois des visions divergentes sur le traitement de certains dossiers de la société. Mais c'est aussi ça la démocratie, vous voyez. Et c'est ce qui me choque, c'est ce qui me heurte. C'est que vous avez des journalistes qui prétendent être des démocrates, qui prétendent militer pour les valeurs démocratiques, mais qui sont les premiers fossoyeurs de démocratie. Parce qu'ils refusent d'accepter les autres dans leur appartenance, ils refusent d'accepter les autres dans leur conception idéologique. Et ça pose un problème d'éthique démocratique. Alors ceux qui parlent de traître, de trahison, ainsi de suite, peut-être parce qu'ils vous voient un peu plus proche des membres du gouvernement aujourd'hui. On cite d'ailleurs quelques personnalités qui seraient vos amis. On parle également de vous comme étant, vous gagnez beaucoup de marchés de ce côté-là et que forcément avec les marchés, vous aurez un peu changé, baissé le ton. Voilà, vous voyez, encore des procès d'intention. Jean-Jacques, Monsieur Ndiawe, Monsieur Pius Ndiawe, était un citoyen camerounais. Il avait aussi des amis au sein des différents gouvernements. On ne lui a pas fait de procès. Pourquoi on veut m'en faire un? Vous avez des amis au sein du gouvernement? Je suis un citoyen camerounais. Je suis libre d'avoir qui je veux comme ami. Mais Jean-Jacques, si demain vous devenez ministre de Biya, je vais vous fuir parce que vous êtes devenu ministre de Biya? Je dis non. Et ça, c'est ce que j'appelle fausser les règles démocratiques. Alors, question d'internaute rapidement, Roland. Monsieur Ndiawe, est-il membre d'un parti politique? Si oui, lequel? Non, je n'appartiens à aucun parti politique. Je me définis beaucoup plus comme étant un leader, un acteur de la société civile. Parce que je pense que c'est la société civile qui va contribuer de manière efficace à la transformation que notre pays doit connaître. On demande si vous avez des ambitions politiques. Ça, vous avez déjà eu à répondre. Si vous avez des ambitions, on peut également prendre une autre question parce que je sais que Roland a des questions qui brûlent. Quels sont vos rapports avec la République centrafricaine? Ça, on va certainement y revenir là-dessus après la question de Roland. Oui, Julio, je pense que, excusez-moi de vous appeler aussi amicalement, c'est que vous portez comme nom Ndiawe, et si on connaît Ndiawe, le Cameroun et l'international connaît Ndiawe surtout à travers le messager. Question simple. Que se passe-t-il au messager? Monsieur Tchepi, il n'y a rien au messager. Que se passe-t-il au messager? C'est-à-dire, soyez un peu plus clair et explicite. Le messager paraît. Il vit. Qu'est-ce qu'il y a au messager? Monsieur Ndiawe, je repose la question autrement. Oui. Vous vous battez avec votre sœur, Amanda Ndiawe, oui, pour le contrôle du messager. Pourquoi? Monsieur Tchapi, je ne me bats avec personne. C'est les gens qui se battent avec Jules Ndiawe. Jules Ndiawe ne se bat avec personne. Et à ce niveau, où est-ce qu'on en est? Mais, monsieur Tchapi, le messager vit. Il continue de paraître. Il y a, monsieur Ndiawe a formé pendant 30 ans, il a formé des gens pour la survie de son journal. Et je dis, les querelles de famille,
ne doivent pas influencer sur la survie du journal Le Messager. Alors, on va dire que l'affaire est justement pendante devant les institutions compétentes. On ne fera pas de commentaires particuliers là-dessus. Mais pour parler de vos actions, vous avez dit tout à l'heure que vous n'appartenez pas à un parti politique, mais on vous a vu engagé lors des dernières consultations électorales, en tout cas depuis 2011. Vous appelez les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. C'était à quel titre? Oui, parce que je suis entre autres président de la Cameroun Jeunesse et Sport. C'est une association que nous avons créée pour faire entendre la voix, pour porter la voix de la jeunesse camerounaise. Et donc, nous avons pensé qu'à un moment, le changement, il ne suffit pas de s'asseoir chez soi et de dire il faut que ça change. Il faut être acteur du changement. Et pour être acteur du changement, dans une république démocratique, il faut passer par les urnes. Parce que le changement doit se ressentir. Ça veut dire que vous êtes pour le changement. Voilà, nous avons milité. Qu'est-ce que vous voulez fondamentalement changer? Nous voulons que la société camerounaise se transforme. Nous voulons par exemple que la jeunesse camerounaise ait une place de choix dans la construction et l'édification de cette société. Nous voulons par exemple que la corruption cesse. Nous voulons par exemple que le Cameroun soit un État prospère. Voilà les champs de nos combats. Et là, vous appelez les gens à s'inscrire. Nous avons appelé les jeunes vous nous appelez, à s'inscrire. Pourtant, il y a beaucoup de points d'insatisfaction. Est-ce que c'est parce que vous... Justement, pour résoudre ces insatisfactions, il fallait que les jeunes aillent s'inscrire. Et je ne peux pas regretter d'avoir fait ce travail. Parce que nous avons vu une augmentation, autant dans les rangs de l'opposition, des partis d'opposition, si bien que dans les rangs du parti au pouvoir. Et nous avons vu tous ces jeunes-là aller exprimer leurs sentiments vis-à-vis de ceux-là dont ils avaient la responsabilité d'élire. Et donc ça, c'est un travail citoyen, c'est un devoir citoyen que nous avons fait. Et donc nous estimons que cela aussi a contribué à un changement, puisque les chiffres ont changé. Mais il n'y a pas eu inscription massive. Si. Vous pensez? Je pense. 5 millions d'inscrits à peu près. Parti de combien, monsieur Zé? Parti de combien? Parti d'à peu près 2,5 millions. Donc, il y a eu pratiquement le double. C'est une avancée considérable. On disait que c'est une opération de positionnement. Ah oui, vous savez, une fois de plus, les procès d'intention. On voit les procès d'intention partout. Personne ne parle plus de la réalité du doigt. Et puis, on s'offusque de ce que les choses n'avancent pas. Mais néanmoins, on veut le changement. Il faut être acteur du changement. Ça ressemblait quand même, paradoxe. Moi, Jeune Jaoué, je veux être un acteur du changement. Je ne veux pas être un spectateur passif. Ça, je refuse. Alors, dans le contexte actuel, il y a eu un discours très fort du chef de l'État, il y a un remaniement qui est attendu, il n'est pas là, il y a les grandes réalisations qui tardent à décoller. Si on vous demande de donner un visage à ce changement, ce serait quoi? Monsieur Zé, quand vous dites que les grandes réalisations tardent à décoller, je me demande si on vit dans le même Cameroun. Vous pensez que ces grandes réalisations décollent? Je pense que les grandes réalisations sont en marche. Le programme des grandes réalisations a pris effet il y a de cela 2 ans et demi. Mais en 2 ans et demi, on voit des avancées considérables. Monsieur l'État n'est pas d'accord avec vous? On voit des avancées... Non. C'est-à-dire, les résultats ne sont pas à la dimension des attentes. Et il a raison. Parce qu'un manager doit toujours pousser son équipe à se surpasser, à faire mieux. Mais en 2 ans, on a vu quand même l'Ompanga avancer. On a vu le port en eau profonde de Kribi prendre forme. On a vu Mekim qui tarde à prendre, mais qui est en train de se faire. Mais moi, je dis, tout ce qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est de redoubler. Alors moi, je reviens à la question. Le visage du changement serait quoi? Les institutions, les hommes? D'abord les hommes. C'est les hommes qui font les institutions. D'abord les hommes. Vous pensez que ceux qui sont là, ils sont comment? Non, je ne vais pas insulter l'intelligence de ceux qui nous dirigent. Mais sachez que parmi ceux qui nous dirigent, il y a des bons et des mauvais. Monsieur Ndiaye, je continue de penser que votre discours, effectivement, est en rupture avec celui de votre papa dont vous parlez tout à l'heure. Je ne pense pas qu'il aurait un seul instant dit que il y a évolution, que les grandes réalisations sont en marche et que ça va changer d'un moment à l'autre. Monsieur Tchoupi, je vais vous poser une question. Permettez que je vous interrompe. Oui. Permettez-moi de vous interrompre. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez été en parfaite harmonie avec la ligne de pensée de votre papa? Je ne suis pas sûr que... Vous n'êtes pas sûr, voilà.
Monsieur Ndiaoué, le même combat c'était que mon père. papa. Moi, je suis Jules Ndiaoué. D'accord. Et c'est pour ça Et que je veux... en démocratie, il y a ce qu'on appelle la liberté d'esprit, la liberté de conception, la liberté idéologique. Vous ne pouvez pas me faire un procès dessus. Si vous me faites un procès, c'est que vous êtes un fossoyeur de démocratie. D'accord, d'accord. Je comprends donc que vous êtes libre de prendre votre direction idéologique qui n'est pas forcément celle de votre papa. La mienne. Mais je voudrais revenir à cette question. Qui a ses fondements de l'idéologie de mon papa? Ça c'est bien compris. Ça c'est bien compris. Mais je voudrais revenir à cette question et je n'accepterai pas que vous la baliez aussi facilement d'un revers de la main. Je reviens à la question du messager. Vous dites qu'il y a un procès pendant en justice que vous ne pouvez pas commenter. Comment en arrive-t-on à être en procès? Votre sœur Amara Ndiaoué a récemment donné une interview au site d'information Camer.b dans laquelle elle affirmait être la seule personne indiquée à pouvoir faire des nominations aux messagers et contestait celle que vous venez de faire aux messagers. Et elle disait que ces nominations sont illégales. Elle s'est exprimée là-dessus malgré que ce soit en justice. Vous pouvez... Peut-être en guise d'information. En guise d'information, justement, on a un abondant courrier juridique là-dessus qui situe les uns et les autres. Roland comprendra qu'on attendra justement les décisions du tribunal de ce côté. Là, question de prendre un avis de téléspectateurs également qui nous appelle du Pérou. Croyez-vous que le Cameroun sera émergent en 2035? Avec beaucoup de volonté. C'est un peu la suite, hein? On parlait du gouvernement qui travaille ou qui ne travaille pas. Avec beaucoup de volonté, je crois que le Cameroun sera émergent en 2035. Je ne suis pas un pessimiste. Je suis quelqu'un de très objectif. Et je crois en la capacité du Cameroun à se transformer parce que la rédemption est possible. Jules, permettez-moi de rebondir par rapport à votre réponse. Vous savez qu'en 2000, la communauté internationale a mis en place un système qu'ils ont appelé les OMD, les objectifs millénaires pour le développement, qui verront leur terme en 2015. Et on parle de santé, on parle de développement, on parle de tout. Et vous croyez qu'en 2015, là, le Cameroun pourra atteindre tous ces objectifs? On est largement en retard par rapport au pays comme justement, si en 15 ans, le Rwanda, on n'a pas pu. Croyez-vous que c'est en 2035 que le Cameroun va atteindre ses objectifs? Parce qu'il y a 15 ans, il y a une option managériale qui avait été mise sur pied et qui n'a pas porté ses fruits. Mais croyons-en, parce qu'aujourd'hui, il y a la possibilité de mettre de développer une nouvelle approche managériale qui puisse nous permettre d'atteindre l'émergence 2035. Mais on a l'impression qu'on nous bluffe à chaque fois, parce qu'en 90, on disait santé pour tous en l'an 2000. Monsieur Bondol, en 90, on avait coutume de dire le président a fait des promesses qui ne sont jamais arrivées. En 2011, il a fait une promesse. Vous aurez l'Ompanga. En 2012, l'Ompanga est né. En 2010, il a dit j'aurai le port en eau profonde. En 2011, le port en eau profonde a commencé à prendre forme. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que il faut croire aux forces du changement s'il y a de la volonté. Moi, je crois au changement du Cameroun. Je suis convaincu que ce pays va changer. Je suis convaincu que ce pays va se transformer. C'est une question de volonté. Vous dites aux membres de votre association, allons massivement s'inscrire sur les listes électorales parce que le pays va changer. Oui. On a promis l'Ompangar, il y a déjà l'Ompangar. Maintenant, ces jeunes vous disent qu'on a promis les PD30 Est et Ouest. Voilà, il n'y en a pas. On a promis le cinquantenaire, la réunification, ça piétine. On a promis l'autoroute Douala-Yaoundé, il n'y en a pas. Mais je vais vous répondre, Jean-Jacques Zé. Sauf si, effectivement, la reine est une émission où on vient taquiner. Et si quand on taquine, on ne tient plus compte des réalités. L'autoroute Douala-Yaoundé, vous n'êtes quand même censé connaître qu'au jour d'aujourd'hui, les dédommagements se poursuivent. Puisque je connais des familles qui ont reçu de l'argent. Dans le cadre justement... Connaissez-vous le tracé de l'autoroute? Dans le cadre justement de la Cameroun Jeunesse Espoir, nous faisons aussi le suivi de ces activités. Le tracé est où? L'autoroute. Le tracé de l'autoroute? Ben écoutez, là, vous m'amenez sur un terrain technique. Puisque les dédommagements se poursuivent, on dédommage qui? Oui, on dédommage les familles qui sont... Oui, il y a un premier, ça va se faire de manière segmentée. Ils ont commencé par dédommager à partir de Yaoundé. C'est-à-dire, toutes les communautés
qui sont sur l'axe qui a été sélectionné pour l'autoroute. Les premières communautés villageoises ont commencé à être dédommagées. Je connais une famille qui a reçu à peu près 23 millions de ces dédommagements-là. Mais le Cameroun ne sait pas exactement où est le tracé. Oui, mais après, s'il y a un déficit de communication gouvernementale, vous n'allez pas demander aussi à Jules Njawé de combler ce déficit. Il y a un ministère de la communication, il y a un ministère de la planification, l'aménagement du territoire qui doit mettre des outils de communication pour effectivement communiquer sur les actions qui sont posées sur le terrain. Et là, si on vous demandait, vous êtes un spécialiste, un consultant en matière de communication, ben, vous devez donner une note justement à ce gouvernement en la matière de communication. J'avoue que ce gouvernement communique très peu. Il communique très peu. J'apprécie depuis quelque temps la verve avec laquelle le ministre de la communication actuel essaye de faire bousculer les choses. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Je conseillerais au ministre de la Communication de doubler encore d'efforts. Il se bat déjà. Parce que bien avant lui, c'était vraiment mort. Alors, on avait abordé la question sur votre rôle en République centrafricaine. On a noté que vous avez eu à participer depuis 2005 à quelques initiatives là-bas. On vous a vu en Côte d'Ivoire auprès de Blé Goudé. Que cherche Jules Njawé finalement? J'ai une histoire de cœur avec la République centrafricaine. J'y ai passé mon enfance parce que ma mère, dans ses fonctions diplomatiques, y était en poste. Vous allez peut-être comprendre, M. Tchepi, pourquoi j'ai été très très loin du Cameroun pendant longtemps. Et effectivement, en 2005, pendant que je présidais une association au niveau de Paris, une association des jeunes panafricains, j'avais été contacté par l'ancien Premier ministre de l'époque, Abel Ngoumba, pour être son chargé de mission, parce qu'il y avait un programme de réconciliation. En 2005. En 2005, voilà, à la suite de l'arrivée au pouvoir du président Bozizé par un coup d'État, parce qu'il y avait des pro-patassés qui étaient tous partis en exil. Et donc, dernièrement, avec l'arrivée de la Séléka, qui s'est mise à commettre des exactions, des crimes, au niveau du mouvement de la jeunesse panafricaine, dont je suis le président, élu, nous avons décidé d'assister nos jeunes camarades, nos camarades jeunes de la jeunesse panafricaine de Centrafrique, dans ce combat contre le crime. Dieu merci, nous avons gagné ce combat. Nous avons sensibilisé la communauté internationale. Nous avons sensibilisé l'Union africaine de ce qui se passait en Centrafrique était un danger pour la stabilité de la sous-région, de ce qui se passait en Centrafrique était un crime contre l'humanité, et nous avons menacé de porter plainte contre la communauté internationale si jamais rien n'était fait. Dieu merci, nous avons eu des bons résultats. Dotodia, je ne vais pas l'appeler président, Dotodia est parti. Aujourd'hui, les Centrafricains sont en train de trouver des solutions aux maux qui minent leur société. Et j'espère que demain, on aura le nom du nouveau président de la transition et que les choses vont se faire de manière paisible. Alors, vous êtes président général du mouvement de la jeunesse panafricaine. On parlait justement de votre rapprochement avec Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Bon, la Côte d'Ivoire, je vais rappeler à M. Tchepi que... Il n'a pas posé de questions. Il n'a pas posé les questions. Non, non. Les questions d'internautes. Je vais le lui rappeler, parce que... Laurent Gbagbo, pour éviter que tu poses d'autres questions qui n'aient rien à voir avec ça. Laurent Gbagbo était l'ami intime de mon père. Et j'ai gardé cette fidélité. Au moins, c'est une des choses que je tiens de mon père, la fidélité. Et quand il a engagé son combat contre l'impérialisme occidental, je me suis rangé dans ses rangs. Parce que pendant que mon père était incarcéré, Laurent Gbagbo est le seul homme politique au monde qui soit venu au Cameroun et qui allait à la prison de Newbel tous les matins. Il n'en ressortait qu'à 17 h. Donc, je me suis rangé, je me suis aligné. Nous avons amorcé un combat, celui contre les forces impérialistes. Dans ce combat, j'ai côtoyé Blé Goudé,
que j'appelle affectueusement camarade. Et je sais que la situation ivoirienne va s'améliorer. Je sais que le président Gbagbo sera bientôt en liberté. Et je sais que les exilés ivoiriens vont retourner chez eux et vont contribuer à reconstruire la Côte d'Ivoire. Alors, on va prendre une respiration. Juste après la respiration, vous aurez la possibilité de tirer au sort, soit Richard Bondol, soit Roland Tapi, l'un de nos confrères qui vous affrontera dans le cadre de ce qu'on appelle le duel. Juste une respiration. Voilà, vous allez tirer sur ces deux papiers. On attend le résultat, on est démocratique sur ce plateau. C'est moi qui l'ouvre ou c'est... Ouvrez-le, ouvrez-le. Roland Tapi. On va vérifier. Vous ouvrez le second pour qu'on soit sûr que le second, justement, c'était Richard Bondol. Voilà. C'est ça. Roland Tapi, pendant 5 minutes, vous avez face à vous Jules Ndiaoui. Monsieur Ndiaye, bonsoir une fois de plus. Bonsoir. Jules Ombende Ndiaye, c'est bien votre nom. C'est bien moi. Il paraît que de son vivant, Monsieur Ndiaye Plus ne vous a pas reconnu comme son fils. Vous savez, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Monsieur Tapi, j'ai une série de documents à vous donner à cet effet. Merci. Je souhaiterais que vous les expliquiez au fur et à mesure que vous les donnez pour que les téléspectateurs soient au courant, évidemment, parce que c'est surtout pour eux qu'on est là. Vous avez là Le premier document, qui est l'acte de mariage de ma mère. Vous avez le deuxième document, qui est mon acte de naissance à moi. Suite à une plainte déposée contre moi par des gens que vous connaissez, j'ai fait 2 ans d'instruction pour justifier de ma filiation. Et je vous ai donné un document, vous avez le rapport de descente judiciaire. Je suis désolé de parler de ces questions-là parce que ceux qui m'attaquent savent pourquoi ils m'attaquent. Ils savent très bien pourquoi ils m'attaquent. Parce que dans la succession de notre père, ils ont inséré des enfants qui n'étaient pas de mon père. Ils savent pourquoi ils le font. On combat Jules Ndiaye parce qu'on sait que Jules Ndiaye, c'est la muraille. C'est celui qui ne cède pas. J'ai dit, et je vais le redire aujourd'hui, le messager ne sera jamais à la solde d'un clan, d'un parti ou d'une ethnie. Le messager, M. Ndiaye, l'a laissé au service du peuple, à l'écoute du peuple. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je ne m'implique pas beaucoup dans la gestion de la ligne éditoriale. Et ça, vous pouvez vous renseigner. Ça, je le sais exactement. Bon, Monsieur Ndiaye, on vous connaît également comme un activiste, vous avez dit tout à l'heure, de la société civile, qui vous battez pour l'amélioration des conditions de la population. Je ne sais pas très bien dans quel cadre, dans quel créneau vous êtes allé, mais je sais également que vous avez été désigné comme aussi gestionnaire de Camcom, qui était l'une des structures que M. Ndiaye a laissé à l'époque. Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui où est-ce que vous en êtes, puisque c'est même exactement dans votre cadre de communicateur et de marketeur? Monsieur Tapi, je vais vous donner un autre document. C'est une Est-ce qu'on a besoin de documents pour ça? Je parle de l'évolution de Trop Camcom. de choses ont été dites sans preuve. Oui. Trop de choses ont été dites sans preuve. C'est pourquoi je dis que notre société est en train de se bâtir sur un modèle de calomnie, de procès d'intention et de mensonge. Vous avez là un document. C'est une autorisation provisoire d'exercice. Vous pouvez lire la quintessence de ce document-là. Effectivement, qui me reconnaît comme étant un présumé ayant droit. Parce qu'au moment où on fait ce document, la succession, nous n'avons pas encore de certificat d'hérédité. Voilà. Et vous voyez bel et bien que... Je ne parle pas de la succession. Permettez que je vienne. Permettez que je vienne. Je vais poser un problème, M. Tapi. Permettez que je vienne. Roland ne parle pas de succession. Voilà. Maintenant, j'en viens. Je parle de la société. Il a parlé de Camcom. Mais comment je me suis retrouvé à Camcom? Si je ne suis pas le fils de M. Ndiaye, comment je me retrouve à Camcom? On n'en est plus là. Voilà. Donc, voilà. Camcom, je l'ai mis en cessation d'activité. Ah ouais, monsieur. Pourquoi?
Parce que lorsqu'une succession, je suis C'est bon, formaliste. c'est bon pour l'information. Dites-nous. Lorsqu'une ce qu'on succession fait est concrètement. au tribunal, soit on fait la cessation d'activité, soit on la met en administration séquestre. Alors je suis légaliste, j'ai respecté cela. Tout à l'heure, on a parlé de votre combat pour l'amélioration de la presse et vous aviez dit, et on en a parlé également, que vous vous battiez contre le financement occulte des médias, mais plutôt pour l'indépendance véritablement économique des médias. Si on vous demandait aujourd'hui de manière concrète, quelles propositions vous pouvez faire pour que la presse camerounaise, dans son ensemble, soit véritablement indépendante? Qu'est-ce que vous direz? Monsieur Tchapi, je suis quelqu'un qui parle très peu. Mais agit beaucoup. Mais agit beaucoup, justement. Je suis de formation qui passe le temps à peindre en noir tout acte que Jules Ndiaye peut poser. Et donc, pour que mon combat porte, j'ai le devoir de discrétion, mais de résultats. Les résultats, vous les aurez bientôt. Et quand vous aurez ces résultats, nous reviendrons probablement à l'arène ou alors sur un autre plateau, vous vanter les résultats que la Comep a obtenus dans le cadre de ces missions qui consistent à aider la presse à sortir du marasme dans lequel elle est. Ça veut dire que vous êtes en train de poser des armes, mais vous refusez d'en parler. Ou je ne parle des propositions que vous avez déjà faites, ou bien au niveau soit du gouvernement ou au niveau de toute instance qui puisse apporter une évolution positive à l'indépendance économique des médias. Je parle des syndicats, je parle des fédérations internationales, des journalistes ou bien toute autre institution. J'avoue qu'aujourd'hui, le gros de notre travail se situe à l'international parce que nous avons besoin d'appui. C'est la seule chose que je peux dire. Permettez-moi de vous dire que je ne peux pas déployer notre stratégie parce que je me considère à tout moment la notion du marketeur. Le marketeur est en perpétuel combat. Tout à l'heure, vous avez dit que vous n'avez que vous êtes essentiellement occupé par la société civile et tout. Est-ce que vous n'avez pas d'ambition politique? C'est légitime d'avoir une ambition politique. Je pose la question. Mais pour le moment, je me concentre, je me suis fixé des objectifs à atteindre. Par exemple, avec la Cameroun Jeunesse Espoir, notre objectif majeur, c'est de doter un maximum de jeunes Camerounais d'une police d'assurance jeune. Ne me demandez pas comment est-ce que nous allons procéder parce que je ne vous dirai pas plus. Décidément, il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous sommes et qui commencent à porter de fruits, sur lesquelles nous avons beaucoup avancé. Et pour lesquelles vous ne voulez pas beaucoup vous étendre. Je voudrais aussi savoir, est-ce que M. Ndiaye a de la sympathie pour une quelconque formation politique? M. Ndiaye n'a jamais appartenu à un parti politique. Je parle de la sympathie. Il a soutenu les partis d'opposition de l'époque parce que... Je parle de M. Ndiaye. Moi, Jules Ndiaye? Oui. Non. Je n'ai pas de sympathie pour un parti politique. J'ai la sympathie pour les bâtisseurs. J'ai de la sympathie pour ceux qui construisent. Si aujourd'hui, c'est des opposants qui peuvent permettre que le Cameroun se développe, j'aurai de la sympathie pour eux. Si c'est le RDPC qui permet que le Cameroun atteigne l'émergence 2035, j'aurai la sympathie pour eux. C'est ça être républicain. Merci Roland, merci Jules. On va poursuivre en lisant quelques courriers qui nous viennent des téléspectateurs. Jules a raison au sujet de la liberté d'expression. C'est Henri Kenkene qui le dit. Monsieur Pius, vous êtes finalement, vous, journaliste ou homme politique. On a déjà balayé finalement la question. On vous trouve assez charismatique, c'est Franck Nasser qui le dit. Vous luttez pour votre cause personnelle et avec votre alliance avec le gouvernement. Je vais répondre. Il n'y a pas de république qui se bâtisse sans alliance. Donc vous reconnaissez l'alliance? L'histoire ancienne, l'histoire contemporaine est là pour nous édifier. C'est quoi les alliances? C'est des compromis pour le bien fondé de la société. Des compromis objectifs. Alliance, oui, mais quel type d'alliance? On veut faire allusion à ma collaboration. Mais je vais vous dire, M. Ndiaye de son vivant gagne des marchés avec des ministères. M. Pius Ndiaye de son vivant. Mais oui. Mais est-ce que cela lui a permis de compromettre la ligne éditoriale du Messager? Je crois que non. Aujourd'hui, Jules Ndiaye, un de ses héritiers, a pour ami des gens du Sérail. J'assume, c'est mes choix. Et on vous demande justement... Permettez que je termine. Est-ce que mes relations, mes diverses relations compromettent la ligne éditoriale du Messager? Je dis non. D'ailleurs, certains me disent, quand ils me rencontrent, que le Messager est même encore plus critique aujourd'hui qu'à la fin
des jours de M. Ndiaye. Alors, on vous demande quelles sont les relations avec le chef de l'État. Il paraît que vous vous appelez souvent le vieux. Ah ben, comme tous les Camerounais, d'autres l'appellent le vieux, d'autres l'appellent poule mouillé. Bon, moi j'ai choisi de l'appeler le vieux parce que, vous savez, en Afrique, dans la culture africaine, les personnes âgées, on les appelle le vieux. Est-ce que ce n'est pas un signe d'affection et d'intimité? Ben écoutez, si le président demande à me rencontrer demain, volontiers, j'irai, nous allons discuter. Vous l'avez souvent fait? Ben, pas encore. Alors, on note également qu'il y a beaucoup de financements qui étaient annoncés pour le messager, ainsi de suite. Et un téléspectateur trouve que vous avez reçu pour le compte le messager, même si vous n'êtes peut-être pas formellement appelé à répondre à cette question, des financements qui seraient venus du côté des pouvoirs publics, mais au moins les promesses qui étaient faites autour de la dépouille de Pius Ndiaye, est-ce qu'il y a eu de l'argent finalement? Vous savez, c'est ça, c'est bien de me poser cette question. À Babouantou, quand mon père est décédé, on nous a promis des milliards. Oh. Oui, des milliards. Parce que 300 000 abonnements sur la Belgique, à 400 francs, ça fait beaucoup de milliards. Mais ça fait 4 ans que mon père est décédé, je n'ai rien vu arriver. On parle, le gouvernement ne m'a jamais donné de l'argent à moi. La seule chose que nous avons pu obtenir du gouvernement, c'est des moratoires sur les remboursements de la dette fiscale et sociale que nous avons héritée. C'est la seule chose que nous avons pu avoir du gouvernement. Peut-être que l'argent de ces abonnements est arrivé, mais à d'autres personnes que vous ne connaissez pas. Peut-être, c'est possible, parce qu'avec tout ce cafouillage que les gens ont semé exprès au sein de la succession Ndiaye pour en tirer profit, il n'est pas à exclure que l'argent soit arrivé et que cet argent ait pris d'autres directions. Autre question de téléspectateur, que pensez-vous de l'opération Épervier? L'opération Épervier est une opération salutaire pour la République. Comme je dis tout à l'heure, l'une des causes pour lesquelles nous nous battons, c'est la transparence. C'est la lutte contre la gabegie et le vol. Maintenant, d'autres nous disent, beaucoup de journaux nous font savoir que l'opération Épervier est une opération à tête chercheuse. Je ne veux pas faire de procès à la justice de mon pays, parce que je crois que c'est une initiative qui avait été demandée par le peuple camerounais, qui a tardé, qui a pris du temps, qui a tardé à se mettre sur pied, mais qui a fini par se mettre sur pied. Et donc aujourd'hui, nous devons laisser la justice faire son travail. Le chef de l'État a pris un décret qui a créé le TCS, une chambre additive pour permettre le traitement rapide des dossiers de l'opération Épervier. C'est tout ce que je peux dire. Est-ce que tout cela est efficace pour lutter par exemple contre la corruption et les détournements de deniers publics? Il y a un TCS, il y a l'opération Épervier, il y a une multitude de structures également. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des résultats qu'on peut saluer? Non, je crois qu'il faut des réformes. Je pense qu'il faut des réformes. Et le chef de l'État même l'a reconnu dans son discours. Il faut des réformes pour permettre à ces entreprises de ne pas se faire écran, à ces structures de ne pas se faire écran dans la gestion et le pilotage des enquêtes, notamment liées à l'opération Épervier. Il y a comme des cas de doublons. Oui, mais avec le TCS, avec la création du TCS, je crois que les règles ont été définies. De moins en moins, on a de doublons. Et que répondez-vous à ceux qui pensent que cette opération n'est qu'une opération d'épuration politique pour régler les comptes à ceux qui ont des ambitions? Monsieur Tchepi, même si elle est une opération d'épuration politique, elle a une base juridique. Elle a une base légale. Moi, acteur de la société civile, je ne spécule pas. Je m'appuie, c'est-à-dire, j'appuie mon analyse sur la base légale, sur le socle, qui est la justice. Est-ce que la justice a assez de preuves pour accabler X? That's the question, c'est là la question. On a l'impression qu'on accable d'abord chez non, mais n'oublions pas aussi les causes qu'il y a des prévaricateurs. N'oublions pas aussi qu'il y a des prévaricateurs qui, une fois poursuivis, mettent l'argument politique en avant. Non, c'est parce que je voulais être candidat, j'avais dit à tel que je voulais être candidat, mais la vérité c'est qu'il a pris de l'argent. Oui, monsieur Ndiaye, il n'en reste pas moins vrai qu'on a constaté dans la conduite de cette opération qu'il y a certaines personnes qui sont arrêtées, le procès est bouclé en 2 mois, ils sont condamnés à 25-30 ans de prison, et d'autres qui, jusqu'à aujourd'hui, sont arrêtés, même avant ceux qui sont condamnés déjà, mais dont le procès n'est pas encore bouclé. Est-ce qu'on ne peut pas penser qu'avec cette vitesse, comment dire, cette justice à double vitesse, il y a effectivement des règlements de compte là derrière? C'est pourquoi je parlais de dysfonctionnement.
C'est pourquoi j'ai parlé d'écran. Qui doit les régler? Le chef de l'État. Puisque lui-même il a touché, il a remué la plaie. Son discours n'était pas anodin, ce n'était pas un discours de complaisance. S'il a tenu ce discours avec ses propos, c'est parce qu'il est conscient de ce que, du degré, du niveau de pourriture de la situation. Et donc, s'il a tenu ce discours, ça veut dire qu'il est en train de préparer aussi des mesures. Bon, on n'a pas suivi, on ne vous a pas entendu dans le cadre des dénonciations. Vous êtes à la tête de l'association Cameroun Jeunesse Espoir. On attendait quand même que la jeunesse puisse se prononcer, de moins dans le cadre de la dénonciation. On attend que le chef de l'État agisse et qu'il constate qu'il s'est trompé. On est spectateur? Non, non, non. Vous savez, nous, on a un chronogramme d'activité, d'action. La première action, c'était d'amener les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales. La deuxième action, aujourd'hui, c'est celle que j'ai expliquée tout à l'heure. Faire en sorte qu'un maximum de jeunes aient accès aux soins. Vous savez, nous sommes dans une bataille. Si pour mener ce combat, celui de rendre le Cameroun émergent en 2035, les jeunes ne peuvent pas se soigner, ce n'est pas la peine d'engager le combat. Donc... Alors, est-ce que demain vous rappellerez les mêmes jeunes à se mobiliser? Si on parle de se soigner, il y a peut-être les hôpitaux de référence que le chef de l'État a annoncé. On dit par exemple dans toute la partie septentrionale du pays, il n'y a pas un hôpital de référence. Pourtant, le paludisme tue dans le Nord. Oui, nous allons... le jeune du Nord va vous dire qu'on se reconnaît pas. Nous allons militer, nous allons sensibiliser, nous allons essayer de collaborer, nous allons nous rapprocher au maximum des dirigeants en charge des questions sanitaires pour leur expliquer le bien fondé de mettre dans cette partie du territoire un hôpital de référence. Mais vous faites le travail du Conseil national de la jeunesse non, on ne veut pas. C'est une structure que vous ne reconnaissez pas, que vous n'appréciez pas. On ne veut pas trop en fait, c'est une structure partenaire. Mais vous savez, une société se construit avec toutes ses composantes. Oui, mais M. Ndiaoui, tout à l'heure, vous avez dit dans le cadre de votre association que vous êtes en train de mettre en place une stratégie pour l'assurance des jeunes. L'assurance pour l'accès aux soins des jeunes. Oui. Croyez-vous aujourd'hui que les jeunes, dans leur ensemble, peuvent souscrire des polices d'assurance avec ce qu'on connaît? Et justement, c'est pourquoi je dis que la stratégie, je ne vais pas la déployer. Je vous donne le projet. Mais nous avons réfléchi à des mécanismes qui vont me permettre aux jeunes d'avoir accès à cette police d'assurance sans débourser 5 francs. C'est possible. L'État du Cameroun subventionne le carburant à hauteur de combien par an, M. Bandol? 240 milliards de francs. Et vous croyez que l'État va vous suivre dans ces... Non, c'est un exemple que je prends. 240 milliards de francs, c'est fort. Et ça profite à qui? Aux riches et aux couches moyennes. Voilà. Donc, il y a possibilité de faire quelque chose pour la jeunesse. Il y a une possibilité, il y a une chance, et moi j'y crois. Il y a une chance de permettre à la jeunesse de pouvoir se soigner. Et vous voulez nous faire croire qu'aujourd'hui, vous êtes en train de mener des pourparlers pour que le gouvernement rentre dans votre projet, c'est ça? Pas forcément le gouvernement. Il y a des partenaires, M. Bandol. Vous voulez m'amener à déployer ma stratégie? Mais non, je ne vais pas le faire. Tout ce que je veux vous dire, je veux vous rassurer de ce que ce projet est en train de prendre forme et il sera effectif dans très peu. On va dérouler le tapis pour recevoir Jean-Christian Akam et la synthèse de ce programme. Le temps de lire quelques autres correspondances de téléspectateurs. Jules Ndiaoui, on dit que vous parlez seulement des noms des associations. Vous n'avez pas cité un seul membre de ces associations. Elles sont basées où? Elles sont dans vos mallettes? Toutes nos associations sont à Douala. Et puis, bien évidemment, je ne vais pas venir sur un plateau me mettre à citer le nom des membres de mon association. S'ils veulent que cela soit su, eux-mêmes ils vont s'exprimer. On n'a pas vu un communiqué convoquant ou invitant les membres de cette association, annonçant une assemblée générale élective ou ordinaire ou extraordinaire. Bon, écoutez, vous savez, nous sommes libres de choisir les médias dans lesquels nous faisons nos communiqués. Mais je peux vous envoyer des communiqués publiés dans le journal officiel Cameroun Tribune. Je peux vous envoyer des communiqués publiés dans le Messager. Il y a quand même des membres. Il y a des membres. Elles existent. Ils se reconnaissent. Ils se reconnaissent. Mais une fois de plus, j'ai le droit de réserve. Je ne peux pas me mettre à citer leur nom.
On vous a vu accompagner également quelques footballeurs, organiser les rencontres de football. Vous présentiez comme les jeunes cadres de la ville de Douala. Vos relations avec ces footballeurs? J'ai beaucoup d'amis footballeurs. J'ai beaucoup d'amis footballeurs. D'ailleurs, beaucoup ont souscrit à nos projets. Beaucoup ont promis d'accompagner nos associations dans la réalisation de certains projets. Et vous savez, le mouvement sportif, c'est un mouvement qui me tient à cœur parce que je suis à la base athlète. J'ai été international camerounais de basketball. J'ai été aux Jeux africains de 99 à Johannesburg, avec l'équipe nationale. J'étais étudiant à l'époque. Et donc, je me déploie. Vous allez par exemple constater que les jeunes de Bonapruso, dans leur santé du dimanche, j'aurai les maillots offerts par le messager. Que les jeunes de la cité de Palmiers, dans leur santé du dimanche, j'aurai les maillots offerts par le messager. C'est des actions que nous essayons de faire pour accompagner le mouvement sportif, pour permettre à la jeunesse de se sentir encadrée, de savoir qu'il y a quand même dans la République des gens qui prêtent un œil attentif à leurs activités. Jean-Christian Akam est déjà avec nous. Si la réalisation le permet, on prend juste une respiration avant la synthèse. Alors, on écoute attentivement Jean-Christian, qui a suivi attentivement tout ce qui a été dit sur ce plateau. Bonsoir Jean-Christian. Bonsoir, bonsoir Jules Ndiawe. Bonsoir. Du résumé de ces 90 minutes d'échange-débat, l'on retient entre autres que le chronogramme du remaniement ministériel est détenu par le chef de l'État, selon vous, en attendant que la continuité de l'État soit assurée et que chacun travaille à son poste pour permettre au Cameroun, n'est-ce pas, d'atteindre ses objectifs de croissance. Votre père Pius Ndiawe, vous dites amener un combat pour la conquête des espaces de liberté d'expression. Aujourd'hui, vous dites vous battre pour la liberté économique de la presse afin que celle-ci se départisse des financements occultes. Vous reconnaissez qu'en dépit de la prolifération des organes de presse, la tolérance administrative continue de peser comme une épée de Damoclès sur les médias et que le circuit de régularisation des organes de presse reste encore entouré d'opacité. Vous prônez l'organisation de la presse afin que des lois sur l'aide à la communication soient votées à l'Assemblée nationale et que ce ne soit plus de façon hasardeuse que le ministre de la Communication, n'est-ce pas, puisse décider de tel ou tel montant annuel pour l'aide à la presse. Vous êtes un acteur de la société civile et vous croyez dur comme fer que c'est cette société civile qui peut amener le Cameroun à atteindre ses objectifs et faire en sorte que ce pays soit meilleur. Vous prenez le changement, mais un changement qui passe par les urnes et même par le respect des institutions. Et vous voulez en être non un spectateur, mais un acteur. Alors sur la question de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035, vous dites que vous comptez sur une nouvelle approche managériale afin que le Cameroun puisse l'atteindre à échéance. En République centrafricaine, vous avez contribué à sensibiliser la communauté internationale sur les crimes commis, n'est-ce pas, contre l'humanité dans ce pays. Idem pratiquement en Côte d'Ivoire, mais cette fois contre ce que vous avez appelé l'impérialisme occidental aux côtés de Blé Goudé. Vous plaidez pour des réformes sur les organes censés lutter contre la corruption avec l'espoir qu'il n'y ait pas d'écran et qu'il n'y ait pas de doublons. Votre souhait le plus ardent est que la paix et la prospérité reviennent au Cameroun. Et pour terminer, pour avoir été dans un environnement où sévissent les méfaits de la polygamie, vous n'en êtes pas très intéressé. Alors, réaction? Je suis obnubilé par la capacité à retracer avec exactitude mes propos. Ça, coup de chapeau, monsieur. Voilà, merci Jean-Christian Akam. On se retrouve dimanche prochain pour une autre synthèse, mais tout à l'heure, en tout cas, on sera comme d'habitude. Par contre, une précision. Merci Jean-Christian. Par contre, permettez-moi, j'ai tenu à vous demander ces 2 petites minutes. La sortie du ministre du Travail
a été salutaire pour notre association. Parce que nous avons été saisis d'un dossier à Douala dans lequel une décision du ministre sanctionnant une entreprise, une multinationale, de réhabiliter, de réintégrer un employé qui de surcroît était délégué, qui a été foutu à la porte. Cette entreprise, par des méthodes de corruption que nous combattons, a pu obtenir du délégué régional une sanction de ce travailleur pendant que le ministre du Travail avait refusé de sanctionner ce travailleur. Et donc, je dis coup de chapeau parce que notre société doit changer. Si ceux qui ont la destinée de la République, ceux qui sont en charge de la destinée de la République peuvent commencer à poser de tels actes, c'est la preuve que notre société peut changer. Coup de chapeau, ministre. Ministre du Travail, Grégoire Ona, rapidement, on va dire 2 ou 3 mots avant de boucler totalement cette émission. Jules Mbédé est-il opérateur économique? Parce qu'on vous a présenté comme opérateur économique, rapidement. Voilà. Oui, je le suis. Je le suis depuis que je suis rentré au Cameroun. J'ai une expérience économique au Cameroun, pour avoir perdu beaucoup d'argent à l'époque, pour être arrivé étant au top, avoir chuté, et j'ai pu me refaire. Donc, l'environnement économique camerounais est un environnement qui donne des espoirs. Donc, on demande si finalement vous êtes du RDPC. Il dit, Salifou ajoute qu'il a l'impression que vous êtes dans le navire RDPC. Non, je n'appartiens pas à un parti politique. Je suis de la société civile, je suis objectif et j'ai une manière de penser qui est différente de celle des autres. Donc, ma manière de penser ne doit pas me faire en sorte qu'on m'assimile à X ou Y parti. Volontiers, si je l'étais, je l'aurais dit. Très bien, on prend les dernières questions, Roland. Oui, la dernière serait celle de savoir si M. Ndiaye, qui est opérateur économique, est quand même patron d'une ou de plusieurs entreprises, et si oui, combien d'employés aurait-il à sa charge? Au jour d'aujourd'hui, nous pilotons 2 entités. J'ai recentré mes activités parce que j'ai eu une nouvelle approche. Le chef de l'État a demandé à la jeunesse camerounaise d'oser, d'innover et de créer. Moi, j'ai osé en allant chercher des partenaires qui sont arrivés sur le marché camerounais, qui sont installés dans les mines, avec Icon Mine, à l'est du Cameroun. Je suis allé en Angleterre chercher d'autres partenaires qui sont venus s'installer dans la distribution du médicament à très bon coût. Donc, je fais en ce moment l'essentiel de mes activités, c'est la prise de participation dans des multinationales qui veulent permettre, aider le Cameroun à atteindre les objectifs économiques. Donc on n'a pas de nombre, on ne peut pas savoir combien d'emplois. Oui, parce qu'avec Icon Mine, on emploie à peu près une quarantaine. Avec la structure de distribution du médicament, on emploie une quinzaine. Vous avez des bureaux au port de Douala? Oui, port de Douala. Nous avons des bureaux. À quel titre? Inomac. C'est Inomac, oui. Oui, mais moi je voulais rentrer dans une dernière question. Est-ce que M. Ndiaye fait dans la philanthropie, dans toutes ses activités? Non. Je ne suis pas philanthrope. Vous n'êtes pas philanthrope. Alors on sort par quelques évocations. Un nom, Joe la Conscience par exemple, ça vous dit quelque chose? Oui, oui, ça me dit quelque chose, mais je suis quand même très déçu par la nature des relations que nous entretenons aujourd'hui. Moi j'ai été avec mon père rendre visite à Joe la Conscience quand il était incarcéré en Konsamba, ou je crois. J'étais celui-là qui prenait de l'argent de poche donné par mon père. Je démarrais la voiture, même s'il était 20 h, j'arrivais, je dormais, je le voyais le lendemain. Mais du jour au lendemain, il s'est immiscé dans la gestion des conflits de la famille. Il a pris position, il a pris part, il a pris parti. Et ça a détérioré la nature de nos relations. Et il fait partie de ceux qui racontent un lot de conneries sur mon compte. Je pense plutôt que l'une des choses qu'il vous reproche, c'est d'avoir récupéré une idée qu'il avait eue, celle d'avoir un prix Ndiaye, et que vous l'avez organisé en dévoyant complètement l'esprit de son projet. C'est ahurissant ce qu'il dit. C'est de la bêtise. Qu'il aille aussi en Afrique du Sud, poursuivre les Camerounais qui ont lancé un prix plus Ndiaye en Afrique du Sud. Qu'il aille en Côte d'Ivoire, poursuivre ceux de la Côte d'Ivoire qui ont lancé le même prix, qu'il est aux États-Unis, poursuivre aussi tout cela. Ceci est arrivé lors d'une discussion. J'ai fait comprendre à Joe la Conscience que j'envisageais de poser une action allant dans ce sens. Et il m'a dit qu'effectivement, il avait aussi pensé à quelque chose de similaire. Je lui ai dit, écoute,
Moi, je suis quelqu'un d'ouvert, de très ouvert. On s'assoit et puis on réfléchit. Alors, et très bien, un autre nom, Martin Bellinga Eboutou. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait, M. Martin Bellinga Eboutou? Vous le connaissez? Oui, parfaitement. L'opinion vous trouve très proche? Ben, j'ai toujours été proche de lui, même du vivant de mon père. C'est de vieilles relations. C'était un ami de mon père. C'est un ami de mon père, de très longue date. Vous l'appelez quand vous voulez? Sans restriction. Pourquoi voulez-vous que mes connaissances, que je mette des restrictions à avoir des relations, à gérer mes relations avec les gens que je connais? Mais non, pas possible. Monsieur Zé, si demain vous êtes ministre de la République, je vais continuer de vous appeler quand je veux, comme je veux. Tant que vous me donnerez l'occasion, en tout cas. Voilà, merci. C'est terminé pour les 90 minutes.